Il est 19 heures passées de 30 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Kinshasa est en ébullition depuis 12 heures compte tenu de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2020-2021. Contrairement aux éditions précédentes, cette fois la publication des résultats s'est faite de manière progressive. C'est d'abord les districts de Moamba et celui de la Tchangou qui ont été servis en premier, tandis que Lukunga et Funa attendent impatiemment jusque-là ces résultats. Arfalon Basakissa pour ce reportage. Après une longue période d'attente, le suspense est enfin levé. Pour les candidats à l'examen d'État, session 2020-2021 de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui attendaient impatiemment les résultats de l'exétat depuis plusieurs jours. Si on est dans certains coins de la capitale, l'ambiance était bon train. Dans la commune délimitée et celle de Lemba, où les finalistes de ces épreuves jubilaient la joie sur la moto. D'autres, par contre, préféraient de faire les pieds. En effet, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a rendu public ce lundi 11 octobre 2021 la liste des meilleurs lauréats de la ville de Kinshasa. La publication des résultats par les sociétés de télécommunications est annoncée pour ce mardi 12 septembre. On note également que la police congolaise a renforcé des mesures pour empêcher des tapages provoqués comme à l'accoutumée par ces finalistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, continue sa tournée au pays des Émirats où il a rencontré plusieurs autres potentiels investisseurs et visité la grande mosquée d'Abu Dhabi, symbole impressionnant de l'islam aux Émirats, devenu un site touristique incontournable. Suivez. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats arabes unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée touristique Zayed, nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats arabes unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tout visiteur aux Émirats arabes unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et 9e au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. À la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose érigée à la gloire d'Allah qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Ça ou de la parole à l'acte, le Front commun pour le Congo vient de mettre en exécution ses menaces de faire partir du gouvernement l'actuel ministre de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba. Ce membre du gouvernement de Warrior, une motion de défiance a été déposée contre lui ce mardi 12 octobre au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, par le député Boulambo. Suivez. Ainsi dit, ainsi fait. Après le boycott de plénière de leur chambre législative et la menace d'éviction contre le ministre des Pétantiques, les députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, sont passés à la vitesse de croisière. En effet, ces élus de l'opposition parlementaire ont déposé ce mardi 12 octobre au bureau de l'Assemblée nationale une motion de défiance contre l'actuel ministre des Pétantiques, Augustin Kibasa, avec sa une signature réunie. Motif invoqué par l'initiateur de la motion, le député national Boulambo, l'illégalité de la taxe RAM et l'opacité dans la gestion de la taxe recouvrée. La motion de défiance contre le ministre de Pétantique, Augustin Kibasa Maliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain, le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union sacrée seront contre la population. C'est-à-dire, ils vont sauver le ministre. Donc, ça sera un débat très houleux demain. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe RAM, qui est totalement illégale. Donc, l'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps.
que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à 101 signatures. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la ville. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera houleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir parce qu'il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. Pour l'heure, la représentation nationale attend de pied ferme la réplique du ministre des Pétentiques au regard de toutes les préoccupations soulevées lors de la dernière séance d'audition de ce membre du gouvernement. L'opinion attend donc savoir quand cette motion de défiance sera-t-elle proclamée pour être débattue. Et en bref, en image, sachez que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonko-Di, a représenté ce mardi 12 octobre le président de la République, Félix Tshisekedi, à la cité de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans le Congo central, à la cérémonie de commémoration du double anniversaire de Simon Kimbangu et celui de la naissance de Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en RDC. Après le lancement du programme du développement de 145 territoires de la RDC à Kenge le samedi 9 octobre dernier, les différents notables de cette province ont salué le Premier ministre pour le choix porté sur la province pour ouvrir une nouvelle page de développement en République démocratique du Congo. Suivez. Après avoir procédé au lancement officiel du programme de développement à la base des 145 territoires, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avant de regagner Kinshasa, la capitale, a accordé le dimanche 10 octobre 2021 une série d'audiences aux différentes personnalités de la province, notamment à l'évêque de Kenge, aux députés provinciaux et aux forces vives du Congo. Cependant, avant d'accorder ces audiences, le Premier ministre a présidé la réunion du comité de sécurité provinciale en présence du gouverneur de Congo, Jean-Marie Petit-Petit. Pour l'évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, cette rencontre avec le Premier ministre était une occasion de lui exprimer sa reconnaissance et celle de la population de son diocèse. Les chefs traditionnels ont tenu à remercier le Premier ministre pour les choix faits de la province du Congo concernant le lancement du projet de développement à la base des 145 territoires. C'est aussi pour eux l'occasion de lui faire part de tous les mots que connaissent les différentes chefferies de cette circonscription. Bon, nos échanges ont constitué d'abord au fait que nous sommes venus le remercier d'avoir retenu notre province comme lieu du lancement du projet de développement dans nos territoires, les 145 de la République. Et en plus, proposer quelques doléances que nous avons. Et c'est ce que nous avons fait. Oui, nous avons réclamé la vétusté des infrastructures de base dans nos milieux. Moi, je suis chef d'une chefferie. Et donc, c'est l'équivalent d'un secteur administrativement. Mais coutumièrement, c'est une chefferie qui englobe 25 groupements. Et mon confrère à ma gauche, c'est un chef de chefferie aussi, mais d'un autre territoire de la province. Et à ma droite, c'est un chef de groupement de ma chefferie. Nous avons tous carence d'infrastructures de base. Les écoles, les centres de santé, les routes de dessert agricole. Donc nous sommes revenus pratiquement sur tous les chapelets des doléances qu'a présenté l'excellence gouverneur de province hier à Bukangalonzo. Ce sont là toutes les difficultés que nous avons, même nous-mêmes dans nos différents milieux, dans nos entités. Pour les caucus des parlementaires du Congo, cet entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde leur a permis de lui exprimer leur joie pour avoir effectué les déplacements pour la première fois au Congo. Selon l'honorable Pazi Sapamba, Jean-Pierre, le chef du gouvernement est venu personnellement s'enquérir de la situation des Congolaises. Arrivé à Kenge le samedi 9 octobre, le Premier ministre Sama Lukonde a donné le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo.
Tour à tour, le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux de réhabilitation d'adduction d'eau motorisée des Bukanga-Lunzo, mission, au lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes et des dessertes agricoles correspondant au tronçon Lunzo, Baringa, Nganzi, Fangulu, à la pose de la première pierre des constructions des bureaux de l'État, administrateurs du territoire, police, DGM, ANER, Akenge 2, secteur de Dinga. Dans la même perspective, il sera procédé dans cette même entité à la réhabilitation de l'hôpital de référence et de l'ISTEM. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, du ministre du Plan, du ministre du Développement Rural, du ministre de l'Aménagement du Territoire, de la ministre de la Formation Professionnelle et du ministre de la Communication et Médias. Quittant la province du Congo, direction le Lualaba, il s'est ouvert à Kolwezi la première édition de la Semaine congolaise du tourisme le lundi 11 octobre dernier. C'est la ministre d'État, ministre en charge de la Justice, Rose Mutombo, qui a lancé ses assises au nom du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Suivez. Les délégations sont venues de 26 provinces de la République démocratique du Congo pour prendre part à la première édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se tient du 11 au 13 octobre 2021 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. La ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, qui a lancé ses assises au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, a réaffirmé la volonté du gouvernement pour la relance du tourisme, notamment à résoudre la situation d'insécurité. Les ambitions de ces assises rejoignent d'ailleurs, à juste titre, la vision du président de la République, chef de l'État, telle que déclinée dans le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge. L'objectif principal poursuivi dans les 5e piliers de ce programme du gouvernement étant de conduire la politique économique nationale sous ses divers aspects, c'est ici que le tourisme prend ses marques et s'installe comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie de notre pays. La gouverneure de la province, Fifi Masuka, a salué ces assises qui se tiennent dans sa province. En tant qu'exécutif provincial du Lualaba, ma vision sur le tourisme est celle d'une alternative économique à l'activité minière, si bien que cette deuxième devra servir promouvoir la première. Sous l'impulsion de la politique générale édictée par le chef de l'État, je suis en train de porter un intérêt particulier sur le tourisme dans la province du Lualaba, qui est essentiellement une province à vocation minière où l'industrie touristique peine à décoller, bien que toutes les potentialités touristiques y soient présentes. Même satisfaction pour le ministre du Tourisme, Moderon Timba, qui a salué l'initiative. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan les rôles uniques que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant des opportunités d'affaires dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel aussi varié qu'attractif que regorge ce magnifique pays, la RDC. Plusieurs événements et activités sont prévus pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite des stands par la délégation ministérielle et autres personnalités. Les délégations sont venues de 26 provinces de la République démocratique du Congo pour prendre part à la première édition de la Semaine congolaise du tourisme qui se tient du 11 au 13 octobre 2021 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. La ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, qui a lancé ses assises au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, a réaffirmé la volonté du gouvernement pour la relance du tourisme, notamment à résoudre la situation d'insécurité. Les ambitions de ces assises rejoignent d'ailleurs, à juste titre, la vision du président de la République, chef de l'État, telle que déclinée dans le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge. L'objectif principal poursuivi dans les 5e piliers de ce programme du gouvernement étant de conduire la politique économique nationale sous ses divers aspects, c'est ici que le tourisme prend ses marques et s'installe comme l'un des leviers majeurs de la diversification
de l'économie de notre pays. La gouverneure de la province, Fifi Masuka, a salué ces assises qui se tiennent dans sa province. En tant qu'exécutif provincial du Lualaba, ma vision sur le tourisme est celle d'une alternative économique à l'activité minière, si bien que cette deuxième devra servir promouvoir la première. Sous l'impulsion de la politique générale édictée par le chef de l'État, je suis en train de porter un intérêt particulier sur le tourisme dans la province du Lualaba, qui est essentiellement une province à vocation minière où l'industrie touristique peine à décoller, bien que toutes les potentialités touristiques y soient présentes. Même satisfaction pour le ministre du Tourisme Moderon Timba qui a salué l'initiative. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan les rôles uniques que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant des opportunités d'affaires dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel aussi varié qu'attractif que regorge ce magnifique pays, la RDC. Plusieurs événements et activités sont prévus pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite de stand par la délégation ministérielle et autres personnalités. Quittant Kolwezi pour le territoire de Walikale dans le nord Kivu, où le gouverneur militaire Constant Ndima Ngongba a échangé avec les différentes couches sociales de la population pour le désenclavement de ces territoires en vue de son développement. Suivez. L'état de siège rime avec le développement, raison pour laquelle le désenclavement du territoire de Walikale a fait l'objet d'un échange entre le lieutenant général Ndima Ngongba, constant gouverneur militaire des provinces, et les couches sociales de base de ces plus grands territoires du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Walikale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit peu pour le territoire de Walikale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires en province du Nord Kivu pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Gouvernement militaire ni kumshukuru sana tena sana. Sisi hapa Walikale tulikuwa nyuma sana, vitu mingi vilikuwa vinatupita, lakini depuis etat de siege naingia tuko bien, tunaanza ona vitu vinaanza badirika, gisi tulikuwa mbele haiko njo gisi tuko. En tout cas, tunamshukuru sana. Dans ce même cadre, le gouvernement militaire a mis à profit son séjour de 72 heures dans ces coins du pays pour communier avec la population de Walikale Centre, venue très nombreuse l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du monument de Walikale. Son message était essentiellement axé sur 2 points, à savoir l'état des sièges et le développement. Oyo tokozonga awa tosisa kaka makambo ya mitanda po tobanda ata moke tobanda mpona national numéro 3 eleki awa liboso na ngai awa kokende na ombo na banza na koyebisa territoire akotika koorganize yango oyo wana solution esemwani mpo totiako deja na kati na budget todekese yango demango chaque mois tobanda kotika ata 5 000 $, tobanda maleme tokoya nsima. Notons que c'est par une visite des bâtiments administratifs du territoire en réhabilitation pendant cet état de siège et l'inspection de l'aérodrome de Walikale que l'autorité a bouclé sa journée de samedi. Tout en émettant le vœu de voir les travaux de cet aérodrome étaient parachevés le plus vite possible afin de booster le désenclavement de Walikale. Et puis ouvrons la page internationale dans ce journal, direction la Tunisie, où c'est la première femme à la tête d'un gouvernement dans un pays islamiste. Najla Bouden a été annoncée ce lundi comme première ministre de la Tunisie par le président Kais Saied. Suivez. La Tunisie a un nouveau gouvernement. Ses membres ont prêté serment avec à leur tête, c'est unique dans l'histoire du pays, une femme Premier ministre, l'universitaire Najla Bouden. Il y a également 9 autres femmes ministres, plus d'un tiers du cabinet. بعدما تم تكليف السيدة رئيسة الحكومة
Le Premier ministre a été désigné, ce qui fait d'elle la première femme Premier ministre en Tunisie et parmi les pays arabes. C'est un honneur pour les femmes tunisiennes qui ne sont pas des produits de beauté, qui embellissent les institutions ou les institutions parlementaires. Nous ne sommes sous le mandat de personne, mais comme la Constitution prévoit un gouvernement, celui-ci a été formé et sa formation a été plus rapide que les opposants ne l'avaient prévu. Mais ce gouvernement jouira de prérogatives considérablement réduites après le coup de force du président. Les mesures d'exception décidées par Kais Saied ont encore fait descendre au moins 6000 personnes dans la rue dimanche à Tunis. Quittant la Tunisie, direction l'Afghanistan, où les talibans ont eu leur premier entretien avec une délégation conjointe des États-Unis et ceux de l'Union européenne ce mardi 12 octobre au Qatar. En même temps, Bruxelles s'est engagée à fournir une aide humanitaire d'1 milliard d'euros à l'Afghanistan et la communauté internationale continue à débattre sur la question de la légitimité du nouveau pouvoir islamiste. Suivez. C'est leur première réunion à 3 depuis la chute de Kaboul, mi-août. À Doha, représentants américains, européens et talibans se sont assis à la même table. Pour les nouveaux maîtres de l'Afghanistan, reconnus par aucun pays jusque-là, il s'agit de rompre leur isolement diplomatique. Nous voulons des liens uniques avec le monde occidental, les pays du Golfe et le monde arabe. L'Afghanistan ne veut pas être impliqué dans des différends à l'étranger, mais veut des relations positives avec tout le monde. Pour les Américains, les Européens et les Qataris, la reconnaissance du nouveau régime afghan n'est pas à l'ordre du jour, comme l'a confirmé Mario Draghi lors d'un sommet virtuel extraordinaire du G20. Il n'y a pas d'alternative que d'avoir des contacts avec les talibans. Ils sont essentiels pour que cette réponse soit efficace, mais cela n'implique pas une reconnaissance. Pour le G20 et Doha, la priorité du moment, c'est l'humanitaire, le sort du peuple afghan qui manque de tout, chaque jour, un peu plus. De son côté, l'Union européenne a promis de débloquer une aide d'urgence d'1 milliard d'euros, des fonds destinés non pas aux talibans, mais bien aux Afghans eux-mêmes et aux pays voisins qui ont été les premiers à leur venir en aide. Cette édition d'information, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.